voilà, j'ai écouté juste une partie et je vous remercie beaucoup euh, de me donner la parole maintenant. Ne la considérez pas du tout comme une parole finale, ça n'aura absolument pas ce rôle. Voilà, ce que j'ai trouvé très intéressant, ce que je trouve toujours très intéressant, c'est vraiment disons, le potentiel, je dirais, politique et surtout démocratique des communs. Et ce lien entre commun et démocratie me semble une espèce d'évidence, mais qu'il faudrait peut-être creuser ou justifier par toutes sortes de moyens. Celui que j'avais choisi personnellement, dont je voulais parler, dont j'avais prévu de parler très très rapidement ce soir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le cas du jardin partagé. Et c'est un dispositif, enfin, comment dire, une forme qui est extrêmement récurrente dans l'histoire, qu'on peut rencontrer à toute échelle. Et donc, je crois que ça peut répondre à un certain nombre d'objections concernant justement les relations entre l'État et le commun, les relations entre le local et le global, les relations entre l'individu et le social ou le communautaire. Parce que ça, justement, on peut imaginer un jardin partagé à l'échelle de la planète, comme on peut imaginer un micro-jardin partagé à l'échelle de la cour de l'école, comme c'était le cas d'ailleurs dans l'école de Maria Montessori. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jardin partagé? Très rapidement, je n'ai pas le temps, puis ce n'est pas le lieu de le développer ici, mais j'ai fait des repérages historiques. On en trouve aussi bien dans la Mésopotamie de l'époque néolithique qu'aujourd'hui, voilà, dans la permaculture ou dans un certain nombre disons, d'initiatives en agroécologie actuelle. Donc voilà, c'est de tout temps et en tout lieu. Et par ailleurs, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que la forme, elle est vraiment récurrente, c'est que vous avez un terrain commun qui est subdivisé en lopins individuels. Et c'est cette forme, moi, qui m'a fortement intéressée parce que justement, je trouve que c'est une bonne image de la démocratie et ça dit quelque chose des communs. C'est-à-dire qu'en fait, le commun, il va se loger à plein d'échelles différentes. Alors ce qu'il y a de commun, d'abord, c'est le terrain lui-même et la question de la propriété, évidemment, remise en jeu à travers la question de savoir de quel ordre est ce terrain qui va être subdivisé en lopins. Est-ce que ce terrain est municipal? Appartient-il à Dieu? Appartient-il à l'humanité, comme le voulait Locke? Appartient-il à un groupe de gens qui vont l'exploiter ensemble, etc., etc. Et donc, la question de la propriété, elle est très prégnante, elle est toujours posée. Bon, aujourd'hui, c'est en général les municipalités qui ont la responsabilité, mais pas vraiment la propriété au sens classique du terme, mais ils ont la responsabilité de ces terrains. Et d'une manière générale, par ailleurs, donc ça c'est un commun, si vous voulez, au sens où, disons que le titulaire, en quelque sorte, de ce bien-là n'est pas directement intéressé à son appropriation exclusive et privée. Mais il y a aussi un commun au sens où cette structure ne persiste que dans la mesure où l'ensemble des cultivateurs, si vous voulez, s'organisent ensemble de manière à préserver leur patrimoine commun. Sans aucune appropriation, là encore. Hein. C'est toujours très, très intéressant. Et d'ailleurs, on peut considérer, moi j'ai étudié ça à la fois dans les jardins partagés, mais dans les ruelles vertes de Montréal, mais également dans disons, il y a beaucoup plus longtemps, en ce qui concerne justement les commensaux, je sais pas, par exemple, dans des périodes reculées du Moyen-Âge et dans des régions très, très diversifiées en France. En général, ce qu'on constate, c'est que les terrains communs, les commensaux, ce qu'on appelait les commensaux, sont toujours gouvernés en commun. Bon, ça, cette corrélation a été établie aussi bien par Ostrom que par Dardot, Laval, etc. Il n'y a pas de commun sans gouvernement commun. Et ce gouvernement commun, justement, a pour but de faire perdurer, disons, la structure commune, mais également, si vous voulez, à régler les usages des uns et des autres de manière à ce qu'il en reste toujours pour les autres. Si bien que la structure commune, ce qui est intéressant, c'est qu'elle au lieu de prendre, pour le mimer Locke, enfin le ventriloquer, au lieu de prendre de la nature et de la terre et des ressources, elle en donne, en fait, elle en rend, elle en crée d'une certaine façon. Et du coup, on peut comme ça considérer que la structure commune qu'est le jardin partagé est générateur d'un commun plus large, puisqu'il va d'une certaine façon s'aimer au-delà de lui-même. Alors c'est exactement, on a un cas qui est très très connu, qui est celui de Todmorden du côté de Manchester, où les lopins qui sont cultivés ne sont à personne. C'est ce qu'on appelait les incroyables comestibles. Donc, en fait, ce sont des dames qui incitent les gens à cultiver les bas-côtés, les cours d'école, un peu tous les terrains disponibles qui se trouvent dans la ville qui est complètement sinistrée. Donc,
la terre, si vous voulez, elle n'appartient à personne, elle est occupée, il y a un droit de cultiver qui va s'instaurer, mais qui n'est pas du tout lié à l'appropriation. Et par ailleurs, les fruits eux-mêmes sont à tout le monde. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Todd Morden, on est à 70% d'indépendance alimentaire, donc on voit qu'il y a un truc qui fonctionne au sens où ce qui est commun, c'est aussi comment dire, ce qui va au-delà de l'attribution des lots initiaux et au-delà finalement de l'exercice de la compétence de chacun. Il y a comme des compétences en excès, en quelque sorte, et des fruits en excès qui sont justement générés par cette structure commune. Et puis alors après, il y a aussi quand même alors moi j'ai envie de... Donc il y a plein de choses qui sont communes, hein. Il y a évidemment le terrain qui est commun, alors en général dans les jardins partagés actuels, vous avez de l'éducation ou de la formation, il y a aussi le compost qui est commun, il y a les banques de semences qui sont communes, il y a l'accueil des visiteurs, l'accueil des scolaires, etc. Donc il y a plein de choses communes comme ça. Mais, et puis surtout, ce qu'il y a, on en parlait, enfin, il en a été beaucoup question, il y a une charte qui est commune. Il y a une charte ou une convention. Alors j'en parlerai pour terminer, mais je veux juste dire un mot sur le fait que c'est chacun quand même chez soi. Moi, ça me semble très important qu'il y ait aussi cette dimension individualisante du jardin partagé. C'est-à-dire que, en fait, les individus, enfin les familles, ça dépend des cas, les groupes de gens, ça dépend un peu la taille. Par exemple, à Marseille, il y a un jardin partagé dont le lopin fait en moyenne 100 mètres carrés. Les jardins partagés de Maria Montessori, c'était des lopins de 1 mètre carré, mais chaque élève a son lopin. C'est ça qui est important, en fait. Et donc, bon, vous avez d'autres cas. Vous avez par exemple Jefferson considérait l'Amérique comme un jardin partagé, hein, et 4 acres and a donkey, voilà, 4 acres et un âne, c'était la dotation minimum de l'État, hein, qui permettait d'assurer l'indépendance de chacun et donc à chacun aussi de développer la vertu de citoyen. C'était ça l'idée de Jefferson, c'était que finalement c'est en cultivant soi-même la terre que on devient un citoyen à part entière. Et moi, ça me semble important justement pour éviter un certain nombre enfin, je le mets en question, mais de problématiques très actuelles qui sont celles de l'hybridation, qui sont celles du mélange, celles du melting pot, celles de la communion, celles de la suppression des distances et des rapports, parce que justement le fait qu'il y ait une forme commune qui tient lieu de convention, de charte, d'institutionnalisation en quelque sorte, même si celle-ci est révocable, amendable, et qu'il y ait aussi une forme d'improvisation personnelle. Il n'y a pas très longtemps, voilà, ça me semble être le bon équilibre. Ça me semble être le bon équilibre que chacun justement puisse, à travers une activité dont il va pouvoir suivre le développement de A à Z, développer justement son individualité, son expérience, pour parler comme John Dewey, donc qui soit là aux commandes en quelque sorte, qui bénéficie aussi éventuellement des fruits de son travail en les échangeant avec d'autres, avec toutes sortes de configurations possibles, mais en même temps, voilà, qui se préoccupe de ce que son activité n'impacte pas négativement celle des autres, qui se préoccupe de ce que les excès de son activité profitent aux autres, qui se préoccupe justement d'harmoniser en quelque sorte son activité, mais en étant le responsable. Et c'est intéressant parce que justement, je trouve que c'est cette dimension qui manque un peu dans les débats aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on attend, par exemple, il y a déjà, et c'est la raison pour laquelle je pense que les jardins communs ou communautaires, les jardins, c'était le terme qu'on a utilisé aux États-Unis dans les années 70, community gardens, mais ces jardins communs, les jardins ne sont pas des jardins collectifs. Les jardins collectifs, c'était les kolkhozes, si vous voulez. Et ces jardins collectifs n'ont pas marché du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, bon, ils étaient à la fois anti-écologiques, anti-humanistes, ethnocides et écocides, si vous voulez. Donc, voilà, le jardin commun, ce n'est pas un jardin collectif, c'est-à-dire que c'est un jardin, et aujourd'hui, il existe des jardins collectifs qui fonctionnent justement assez mal en général. Assez mal parce qu'il y a toujours des profiteurs, il y a toujours des gens qui se sacrifient, il y a toujours des inégalités, et psychologiquement, c'est toujours pénible et finalement assez conflictuel. Donc voilà ce qui me semble important maintenant, enfin, dans cette on va dire, stratification entre du commun et de l'individuel, qui me semble être vraiment une très bonne, un paradigme finalement de la vie démocratique, et aussi subordonné à l'action commune qui consiste justement disons, à énoncer les règles communes. Ces règles ne sont pas forcément des lois ou des principes, elles sont amendables évidemment,
mais et justement parce qu'il était question d'institutionnalisation et d'instrumentalisation des communs. Alors le jardin partagé est un très bon observatoire aussi pour s'apercevoir qu'à partir du moment où la municipalité, l'État, la région met la main sur le dispositif et commence à inciter les gens à faire ceci ou cela, ou commence à, disons, impacter l'activité commune de règles tombées d'en haut, alors à ce moment-là, il y a un dysfonctionnement très grave qui se produit et il peut y avoir un délitement complet finalement du commun qui a été instauré. Donc, même si évidemment l'État peut avoir un rôle à jouer, il me semble que ce n'est pas celui, disons, pour parler comme Jefferson, justement, de traiter d'affaires que les citoyens eux-mêmes peuvent traiter à leur niveau. C'est très, très important. Maintenant, clairement, la garantie des droits de l'homme et du citoyen suppose une organisation politique qui n'incombe pas nécessairement, évidemment, à l'échelle locale ou qui, en tout cas, dont l'échelle locale n'est pas toujours à même d'assurer la survie. Mais en tout cas, cet encastrement des niveaux d'échelle est très précisément ce que Jefferson appelait la gradation de l'autorité, en fait, et qui me semble être un modèle politique tout à fait analogue à l'image du jardin partagé.